Nous avons toujours l'impression que l'eau est une ressource abondante. Elle tombe du ciel, coule du robinet, et nous avons l'habitude de qualifier notre planète de planète bleue. Pourtant, l'eau n'y est pas aussi disponible qu'on pourrait le croire. D'abord parce que la majorité de cette eau est de l'eau salée. L'eau douce ne représente finalement que 2,6% de l'eau sur Terre, et la plupart de cette eau douce est emprisonnée dans les glaciers et donc indisponible, inaccessible. L'eau disponible pour les hommes dans les lacs et les rivières est finalement rare. Mais, bonne nouvelle, l'eau est une ressource renouvelable. En effet, le cycle de l'eau permet de renouveler en permanence le stock d'eau disponible sur Terre. Grâce à la chaleur du soleil, l'eau des océans s'évapore et forme des nuages qui donnent lieu à des précipitations. Ces précipitations alimentent les rivières, les lacs et les nappes d'eau souterraines, dites nappes phréatiques. Mais l'eau est inégalement répartie. Dans le temps d'abord, selon les saisons, il y a alternance parfois entre des périodes de sécheresse et des périodes de crue. Et puis l'eau est inégalement répartie dans l'espace, selon les régions du monde, l'eau est abondante ou bien rare. Regardez cette carte. Les pays coloriés en bleu disposent de ressources en eau abondantes ou suffisantes. Or, c'est parfois le cas de régions du monde très peu peuplées, comme l'Amazonie ou la Sibérie ou le Grand Nord canadien, des déserts humains. À l'inverse, des régions coloriées en rouge connaissent des difficultés par rapport à l'eau. Or, ce sont parfois des foyers de peuplement très peuplés, comme l'Afrique du Nord ou l'Inde. On va donc noter sur une double page complète ce schéma. Gérer l'eau durablement. Tout d'abord, l'eau est une ressource renouvelable, mais inégalement répartie. L'eau douce ne représente qu'environ 3% de l'eau disponible sur Terre. Elle se renouvelle en quantité constante à l'échelle du globe. C'est une ressource renouvelable qui alimente les lacs, les rivières, les nappes souterraines. Mais elle est inégalement répartie. Dans le temps, il y a des périodes de sécheresse et de crue, et dans l'espace, certaines régions peu peuplées ont des disponibilités importantes en eau, la Sibérie, l'Amazonie, tandis que certains foyers de peuplement manquent d'eau, comme l'Afrique du Nord et l'Inde. Mettez sur pause et copiez, on continue ensuite. L'eau est donc inégalement répartie. Certains pays où la ressource est inférieure à 1700 mètres cubes d'eau par habitant et par an sont dits en stress hydrique, c'est-à-dire qu'ils ont des risques de manquer d'eau. Pire, d'autres pays où la ressource en mètres cubes d'eau par habitant et par an est inférieure à 1000 mètres cubes par habitant et par an sont dits en pénurie, c'est-à-dire qu'ils manquent d'eau. C'est notamment le cas de toute l'Afrique du Nord et de l'Est, du Proche-Orient, enfin du Moyen-Orient, du Proche-Orient et jusqu'à l'Inde. Pourtant, il arrive qu'une population peut manquer d'eau alors qu'elle se trouve dans un pays où la ressource en eau est suffisante. Alors pourquoi? D'abord, cela peut s'expliquer par une question d'échelle géographique. À l'échelle nationale, la ressource en eau peut être suffisante, c'est le cas de l'Espagne par exemple, mais à l'échelle régionale, dans certaines régions d'Espagne, l'eau peut manquer, c'est le cas par exemple dans la moitié sud de l'Espagne où l'eau est un problème crucial et où le fleuve Tage est en train de se vider petit à petit, en partie à cause de la sécheresse, mais pas que. Cette situation où une population manque d'eau alors que la ressource dans le pays est suffisante peut s'expliquer aussi par le niveau de développement. Prenez le cas de la République démocratique du Congo. L'eau y est abondante, mais la pauvreté ne permet pas l'accès à l'eau courante pour une grande partie de la population. En effet, l'accès à l'eau courante nécessite des financements importants pour construire des barrages, des conduites d'eau comme ici en Espagne, des stations d'épuration pour nettoyer les eaux usées, voire des usines pour dessaler l'eau de mer. Ce sont donc surtout les pays développés qui peuvent s'offrir de tels équipements. Allez, on écrit. Deuxièmement, un accès inégal à l'eau. La répartition de l'eau est inégale. Il y a des pays où elle est abondante. Il y a des pays en stress hydrique, pardon, il risque de manquer d'eau, comme l'Inde, et des pays en pénurie où il y a un manque d'eau, comme l'Afrique du Nord.
L'accès à l'eau peut être compliqué à cause du climat sec à l'échelle régionale, même dans un pays où l'eau est globalement abondante, c'est le cas en Espagne ou aux États-Unis. Et puis, l'accès à l'eau peut être compliqué à cause de la pauvreté, hein, du développement qui n'est pas suffisant, car l'accès à l'eau potable nécessite de financer des équipements chers, comme des barrages, des conduites, des stations d'épuration. Vous mettez sur pause pour copier et on poursuit, on termine rapidement. Alors, quels enjeux pour l'eau pour demain? D'abord, c'est gérer la croissance des besoins liés à la croissance démographique et au développement. Plus la population a un bon niveau de vie, plus elle consomme de l'eau. C'est aussi gérer d'éventuels conflits d'usage entre des usagers. Les conflits d'usage, ce sont des conflits entre des usagers de l'eau, par exemple entre ceux qui ont besoin de l'eau pour remplir leur piscine et ceux qui ont besoin de l'eau pour arroser les cultures. Certains conflits d'usage peuvent éventuellement dégénérer en conflits armés. Enfin, il s'agit d'adopter un mode de gestion durable en luttant contre les gaspillages et contre la pollution. Un mot rapide quand même sur notre manière de consommer l'eau. C'est surtout l'agriculture qui consomme la plus grande partie de l'eau, à peu près 70% de l'eau consommée sur la planète pour l'irrigation et l'élevage, contre 22% pour l'industrie et 8% pour les familles. L'agriculture consomme pour irriguer les cultures et pour l'élevage. Cependant, il ne faut pas oublier que dès que l'on consomme quelque chose, on consomme des choses qui ont nécessité des litres et des litres d'eau. Par exemple, pour élever une vache, quand on mange de la viande, élever une vache, ça représente 50 à 200 litres d'eau par jour. Quand on mange un poulet, on a un animal qui a une nécessité la moitié d'un litre par jour. Produire une voiture, c'est 10 000 litres d'eau pour fabriquer une voiture, en gros. Bien, on termine avec ce dernier cadre. Quels enjeux pour demain? Eh bien, il va falloir gérer des besoins croissants pour l'agriculture, l'élevage, l'irrigation, pour l'industrie et pour la consommation des familles avec la croissance démographique et le développement. Il faudra aussi gérer les risques de conflits d'usage entre les différents usagers de la ressource en eau qui peuvent entrer en conflit. Et puis surtout, il faudra essayer de gérer l'eau de manière durable en réduisant les gaspillages, en préservant la qualité de l'eau contre la pollution et en trouvant peut-être de nouvelles ressources comme le dessalement de l'eau de mer. Voilà, vous copiez ça et c'est terminé.